garde le contact. Lundi, après 50 ans d'indépendance, le service public est-il convenablement fourni aux populations africaines? Les services publics, en tout cas, ça ne nous satisfait pas. Mardi, selon vous, qu'est-ce qui explique les performances et contre-performances de la fourniture du service public en Afrique? Les services côté route en Afrique sont bien fournis. Mercredi, sauriez-vous énumérer les pièces manquantes au développement de l'industrie musicale sur le continent africain? Pour que l'industrie musicale se développe en Afrique, ces dirigeants doivent tout simplement investir. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Émission portée à l'antenne est réalisée par Fatou Koulibaly. Les chroniqueurs et invités sont avec nous, mesdames, messieurs. On va commencer par cette mauvaise nouvelle qui a été apprise hier, le décès du cardinal Bernard Agré, décédé donc lundi 9 juin 2014 à Paris en France, où il s'était rendu pour des soins. C'est une disparition qui plonge dans une forme de tristesse le monde religieux ivoirien, qu'on se situe d'une confession ou d'une autre. Tout le monde est unanime que c'est un froid qui est jeté dans le monde religieux. On va commencer avec Aristide Nkenda. Aristide, une disparition qui s'ajoute à la liste des illustres personnalités du continent africain qui disparaissent le 9 juin. Hier, on a fait état de la commémoration de la disparition de Sambeb Ousmane, Ernesto Didier, et hier encore 9 juin, donc on ne savait pas pendant qu'on était en plateau que la liste allait s'allonger. Alors, il faut dire que l'Afrique et le monde entier perd une figure emblématique de l'univers religieux, le cardinal Agré. Être cardinal, je crois que c'est le dernier grade avant de devenir pape. Et je crois que c'était une sommité, une personnalité importante de notre continent. Nous nous associons à la famille et à tout le peuple de Côte d'Ivoire et de l'Afrique pour présenter nos condoléances les plus assistées. Seydina Chérif Ahmed. Oui, c'est triste que la Côte d'Ivoire vienne de perdre un cadre, parce qu'il faut reconnaître que ce sont des voix, ce sont des esprits, ce sont des mentalités qui sont très importantes par rapport au développement d'un pays, au développement d'un continent. Donc, c'est une condoléance à toute sa famille et à tous les Ivoiriens. Ismaël Diop était absent hier, il est de retour et il tombe sur cette nouvelle-là. Ismaël, réaction? Oui, le Monseigneur Agré Bernard a servi à Mans. J'étais tout petit, il était à la cathédrale de Mans. Et on le connaissait tous par Monseigneur Agré Bernard, on connaissait son domicile. Et je pense que Mans aussi en deuil parce qu'il a marqué cette ville-là. Et on présente nos condoléances à la famille et à tous ceux qui l'ont connu. D'accord. Il est né à Monga, dans le diocèse d'Abidjan. Bernard est baptisé à 6 ans à Memni, où il reçoit son instruction primaire de 1936 à 1941. Il continue sa scolarité au petit séminaire de Bingerville de 1941 à 1947, avant d'entrer au grand séminaire de la même ville pour ses études de philosophie de 1947 à 1948. Ensuite, il part à Ouida, au Dahomey, actuel Bénin, où il suit des études de théologie de 1948 à 1953. Il s'est éteint hier, 9 juin 2014, en France, à Paris, là où il s'était rendu pour des soins. À la suite de cette nouvelle, la pluie s'est invitée dans tous les foyers et sur toute la ville d'Abidjan hier, de la nuit d'hier à aujourd'hui. Or, on sait que cette saison-là rime avec les inondations ici en Côte d'Ivoire. C'est toujours d'actualité. Rappeler aux uns aux autres qu'il faut libérer les sites sensibles. Il faut toujours mettre une couche sur cette communication, Seydina. Oui, c'est très important parce qu'il est question des vies humaines. Même s'il y a du matériel, mais il y a question des vies humaines. Tout ce qui concerne les vies humaines concerne tout le monde, toute la nation. Donc nous demandons à tous ceux qui sont sur des sites vraiment dangereux qu'ils puissent aller habiter pour le moment chez des parents. Ou bien qui cherchent à déménager. Voilà. Et Diop? Oui, moi j'aimerais dire aussi qu'on est tous un peu responsables des inondations, parce que si tu fais de ton
du caniveau de ton quartier, ta poubelle, c'est que tu bouges, tu empêches l'eau de circuler. Du coup, il y a d'autres personnes qui payent à ta place. Et je pense qu'il faudrait que chacun d'entre nous ait le devoir moral de faire attention à son environnement. Parce que après ça peut être une bombe pour nous-mêmes. D'accord. L'eau a trois façons ou trois moyens pour circuler. L'évaporation, l'infiltration dans le sol et aussi le convoi par caniveau. Donc il faut absolument faire en sorte que les caniveaux soient libérés. Et certaines personnes ont été victimes aussi. Seydina, vous avez été victime de cette forte pluie d'une manière ou d'une autre. Hein? Oui, on n'en rit pas et je pense... Comme s'il était en hiver, vous voyez qu'il s'adapte. Il fait froid. Il fait froid, donc il s'adapte aux manières occidentales. Il commence à venir. Ça vient. Où est la manière occidentale que j'ai? L'échappe? Ah non, l'échappe est l'africain. L'échappe est l'africain. Vous pouvez démontrer ça? Si, l'échappe est l'africain. Est-ce que ceux qui vivent au Sahara, nos frères qui sont nos frères Touareg? Le gars, il a une photo là. Nos frères Touareg. Ce ne sont pas des occidentaux. Ismaël Diop a une photo sur laquelle... Voilà. Ce ne sont pas des occidentaux. Donc, par contre, la photo d'Ismaël Diop me fait peur parce que c'est pas ça. La photo, elle est là. Donc, voilà. donc ça fait de l'échappe justement. C'est africain. Oui, c'est africain parce qu'on a besoin ici en Afrique. Il neige en Afrique du Sud, je pense bien. Nous avons presque toutes les saisons ici. Voilà, il fait très froid là-bas. Et il y a le Sahel où les gens ont besoin de se protéger contre le vent qui souvent envoie du sable, etc. La poussière. Donc il y a poussière. Mais la manière dont il a loué son échappe, vraiment, ça fait très occidental. Bon. Attendez, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que c'est beau que c'est occidental. Attention. Il n'a pas encore dit que c'est beau. Non, c'est parce que c'est beau que c'est occidental. Attention, la beauté, l'histoire de la beauté africaine, une autre fois je vais te démontrer. D'accord. Merci. Et on profite pour passer l'info. Au Burkina, il fait très très chaud en ce moment précis. Il fait chaud. Hein. La chaleur atteint des niveaux en ce moment précis. Donc, c'est dire que les saisons changent en fonction de la situation géographique. Et je sais qu'ils sont nombreux à suivre ce flux et ce programme sur RTI2. Patrick Ndiakan a fait son entrée sur ce plateau hier. Il a fait exprès un jour férié et un lundi de Pentecôte pour marquer son retour sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Mohamed. J'ai eu peur hier, sincèrement, parce que finalement tout le monde meurt le 9 juin. et moi je reviens le 9 juin. Donc j'espère que je vais m'appuyer sur la Pentecôte, que l'Esprit s'est monté là-haut dans les cieux pour faire ce retour. Ça va. Vous avez un biscuit pour nous aujourd'hui. Oui. Vous allez vous intéresser au concours, aux résultats du concours d'entrée en 6e. C'est exact, Mohamed. J'aimerais féliciter le ministère de l'Éducation nationale et surtout nos jeunes petits frères, nos enfants qui ont épaté la nation ivoirienne par rapport à ce résultat. Il faut dire qu'ils étaient plus de 200 000 candidats sur l'étendue du territoire national pour un taux de réussite de 80,49%. C'est vraiment énorme, alors que je me rappelle que l'année dernière, c'est-à-dire en 2013, on enregistrait 67,03% de réussite et en 2012, nous étions à 58%, ce qui montre l'évolution, on va crescendo par rapport au résultat. Seydina, là on va crescendo. À ce niveau précis, on peut dire que le secteur, le service public fonctionne. Les tout petits montent la voie à suivre. Oui, mais ça nous fait peur aussi. Hein. Les 50%, 60%, et là on a 80% de réussite au CEPE. Ça nous fait peur parce que tout ça c'est très intéressant. Maintenant, le résultat final, c'est l'emploi. Et là, c'est là qu'il y a le problème. Il ne faut pas déjà, on va les encourager d'abord. Il faut se projeter dans l'avenir aussi. Il faut prévoir les choses. Oui, en temps, on bouge les lignes ici, ça va changer. Oui, on peut bouger les lignes, ça c'est clair. Mais il faut continuer à bouger, il faut frapper. Parce qu'il ne faut pas dire que parce que ça va, non, ça ne va pas. S'il y a des bons résultats, on peut prendre ça déjà. Les résultats sont bons, mais on s'inquiète. Quelle sera la finalité de ces résultats? Parce qu'il ne suffit pas d'aller en 6e. Il suffit demain d'avoir un emploi. Et pourtant, c'est là le problème. C'est là le problème d'emploi. On y travaille, non? Oui, moi, déjà, il faut accepter moi, qu'il déjà, y a des résultats. Il faut être mesuré. Non, écoutez. Vous savez, Ndiakan l'a dit tout à l'heure, depuis 2012, depuis 2011, on voit la progression. Il faut quand même, quand un résultat est bon, personne n'a déjà eu 20 sur 20 à l'école. C'est parce qu'on perd des points en route qu'on a 16 sur 20. Mais quand vous avez 16, on dit vous avez la mention très bien. On vous encourage. Donc, à 80%, ça veut dire c'est plus de 16 sur 20, c'est au moins 18 sur 20. J'ai pas fini. Moi, je n'ai pas fini quand j'ai pas fini. Alors, ce qui est à féliciter ici, c'est que
on se rend compte qu'on a choisi l'homme qu'il fallait au bon poste parce qu'elle-même, la ministre, est enseignante de formation. Contrairement à ce qui se dit, elle a été brillante étudiante qui était deuxième à licence d'anglais. Elle a fait l'ENS. Non, attends, je t'explique. Je t'explique. Parce que quand les gens travaillent, il faut pouvoir les encourager. Et c'est parce qu'on encourage les gens qu'ils avancent. On a découragé qui? J'ai découragé qui? J'ai dit. Non, je viens, s'il te plaît. J'ai dit. Je n'ai pas dit que je suis contre les résultats. Je dis je suis inquiet pour demain. Mais pourquoi t'inquiètes? Oui, parce que d'autres. Attends, je vais parler tout à l'heure d'une fax tout de suite. L'Afrique est devenue pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. J'attire l'attention des uns et des autres, des responsables. Donc, en un mot, voilà des résultats. Ça veut dire que voilà des enfants qui vont en 6e. Mon souhait, ce n'est pas d'envoyer l'enfant en 6e. C'est que l'enfant ait l'emploi quand il fait son système scolaire. Mais qu'est-ce qui se dit qu'ils n'en sont pas conscients? Écoutez, je ne parle pas de la conscience de quelqu'un. Excuse-moi. Ils en sont conscients. Je pense qu'Aristide, il ne faut pas prendre les gens au mot. Parce que ce que Céline avait dit, c'est bon, je pense que c'est une partie de ce qu'il veut dire. Mais sans jouer l'avocat du diable. Non, je ne joue pas l'avocat du diable. Et on est d'accord que c'est un bon résultat. Ça veut dire que les jeunes de bas âge africains sont très brillants. Maintenant, il parle de la continuité dans la formation. Ils en sont conscients. Non, non. Dans le programme du ministère. Non, je n'ai pas dit que... Ils en sont conscients. Mais il dit ce qu'il pense. Attends. On ne pense pas aussi. Pourquoi est-ce que tu veux lui imposer ce que tu sais qu'il fait? Et puis Ismaël Diop, on ne parle pas comme ça. Non, il faut parler comme ça. C'est toi qui parles comme ça. Non, lui, tu parles comme ça. Aujourd'hui, il y a des résultats, 80% de réussite au CPE. Ça fait combien de temps on n'a pas eu ça? Et vous voulez dire, vous projetez dans l'avenir? Oui. Personne ne condamne ça. Je ne condamne pas, mais je dis c'est bien. Ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Quand vous voyez la vision de ce gouvernement, je ne suis pas l'avocat de ce gouvernement, ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils projettent même qu'en 2020, il y aura un gouvernement et un pays émergent. Ils en sont conscients. C'est qu'on fait pas des Ils ont une vision prospective. Leur démarche, vous sentez qu'ils ont une vision prospective. Kenda, notre véritable problème, c'est qu'on ne fait pas de fixation sur une nation. On te parle. Mais on est en train de parler. Non, excuse-moi. On est en train de parler de. Je viens. C'est juste de parler des résultats au CP en Côte d'Ivoire. Non, calme-toi. Mais c'est pas ça, quand tu as. Mais c'est ça? Oui, mais il est d'accord avec. Oui. Nous tous, on est contents qu'il y ait de bons résultats. Maintenant, ce n'est pas mauvais s'ils s'inquiètent pour l'avenir. Mais ils en sont conscients. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Qui te dit qu'ils ne sont pas conscients de ça? Moi, je ne comprends pas. Ils sont conscients de ça? Il est toujours important d'attirer l'attention, d'alerter. Merci Seydina. Le résultat est bon à prendre, mais il y a un mais. Il faut qu'à la suite, à la sortie, il y ait des choses. Il faut déjà, moi je peux les aider quand tu dis j'en ai pas. Il faut déjà, quand les élèves arrivent en 6e, parce que j'ai toujours dit, le système classique qui ira ne nous arrange pas du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômeurs. Quand les élèves aujourd'hui arrivent en 6e, il faut maintenant qu'on introduise la formation directement par de la 6e. C'est-à-dire qu'en plomberie, en menuiserie, etc., ça va résoudre le problème. Je te le dis, ça va résoudre le problème. Aujourd'hui en Europe, ça se passe. C'est une piste. Voilà, c'est une piste. D'accord. Ndiakan va ajouter. Merci. Merci Seydina. Merci Aristide. Alors j'aimerais simplement ajouter que des résultats enregistrés dans plusieurs inspections d'enseignement primaire où l'on note un taux de réussite assez impressionnant. C'est dans la ville de Bongouanou. On a enregistré un taux de 87,22%. À Ara, nous avons 76,96% de taux de réussite. À Mbato, nous avons 90,48%. À Ferké-Seydougu, dans le Grand Nord, on enregistre un taux de 94,75% à Boundiali et à Ferké-Seydougu, ce qui montre aussi que les cadres viennent de là-bas, comme on le remarque souvent, parce qu'à la base déjà, vous remarquez qu'avec ce pourcentage de réussite, nous sommes déjà fiers de dire que nous avons la bonne relève pour diriger cette Côte d'Ivoire et disons même l'Afrique. Mon inquiétude vient même de se confirmer. Toutes ces villes dont tu as cité, il y a combien de lycées là-bas dans ces villes? Il y a combien de lycées professionnels dans ces villes? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si, vous voyez, prévoyons les choses. Je ne suis pas contre ces résultats, non. Mais ces résultats doivent nous permettre de changer le système. Oui. Et ça veut dire qu'on a des enfants très brillants. Les gens sont brillants, souvent ils sont recalés à cause de ces systèmes. Dans matière de programme, en matière de culture politique, il y a 3 dimensions. Il y a une dimension cognitive. Quand tu proposes des choses, il faut savoir ce qui est. Il y a un programme que les gens appliquent. Dans ce programme, il y a tout ce que tu dis. Il faut lire ce programme. Ce programme existe. Le problème est simple. C'est-à-dire que vous aimez caresser. On ne caresse pas, les résultats sont là. Moi, je connais très bien le programme. Si je critique un programme, c'est que je connais ce programme. Ça veut dire qu'on a une bonne génération
qui est en train de Voilà, venir, une génération très intelligente. Voilà. Donc il faut commencer déjà à penser comment cette génération-là va pouvoir aider l'Afrique. Et il faut mettre les choses en œuvre pour ça. C'est simple. On salue alors, plus de 80% des taux de réussite, c'est ce qu'on va retenir. Bravo aux tout petits. Sidney n'a rien contre les tout petits, mais il souhaiterait que la sortie soit bonne. Hein? Justement, c'est que le système permet à ce tout. Parce que, vous voyez, moi je dis souvent volontairement, le système recale les élèves africains dans les écoles. Parce que souvent, quand ils passent tout à l'heure, ils vont en 6e, arrivés en 3e, ils vont les recaler souvent. Arrivés en terminale, on les recale souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débouchés devant. Pourquoi il sait qu'on va les recaler? Il est pessimiste. C'est pas du pessimisme. Soyons optimistes. Il est pessimiste. C'est pour ça que je dis. Comment tu peux anticiper sur l'échec? Mais c'est quelque chose qui est la matière. Pourquoi tu ne penses pas plutôt qu'ils vont réussir? Il faut qu'on pense ils sont intelligents, ils sont recalés par le système. Voilà, qu'il aille de l'avant. Merci beaucoup. La suite, c'est avec Ismaël Diop. Vous avez votre nouvelle du matin. La poste africaine attire votre attention depuis un certain temps. Vous trouvez qu'il s'agit des structures les mieux implantées sur le continent et sur les différents territoires. On peut en faire, je vais dire, une bonne matrice, une bonne base de travail. Je pense que la poste est une des plus grandes réussites en termes d'implantation en Afrique. Dans tous les pays, la poste existe dans les villes les plus éloignées. Et aujourd'hui, cette poste-là est en train de mourir. Et quand vous partez, par exemple, je prends le cas de Mans que je connais bien, il y a aucun système informatique à la poste. Il y a peut-être 2 employés qui sont là dans un gros bâtiment qui ne sert à rien. Je pense qu'on doit repenser la poste et ça peut créer de l'emploi. La poste dans d'autres continents, la poste même est devenue des banques, c'est devenu... Je prends par exemple... C'est reconverti. Oui, c'est reconverti à créer l'emploi. Et puis même on peut... Le convoi de colis, oui, etc. On peut même imposer, on peut créer des facteurs. C'est-à-dire, il faut que la poste trouve des accords avec, que ce soit les téléphonies, les téléphonies ou bien les multinationales qui envoient des factures. Il faudrait que la poste essaie de redynamiser ça en créant des... comme on appelle, des boîtes à lettres à la maison. Donc, ça va créer des facteurs. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Ça peut être leur premier test d'emploi. Ils peuvent distribuer du courrier, ils peuvent faire des choses. La bonne et grande question, c'est comment est-ce qu'elle s'est retrouvée en marge de la montée d'Internet sur le continent quand même aussi. Puisqu'il s'agit de courriel de ce côté. C'est l'inadaptation à l'évolution du temps. C'est l'inadaptation et comme disait Ismaël Diop, dans d'autres cieux, les gens sont adaptés en introduisant de nouveaux produits. Et vous savez que quand on est dans l'ère du numérique, il y a ce qu'on appelle les data, c'est-à-dire les contenus. Donc, les gens ont meublé, ils ont compris que le papier perdait un peu de sa place. Le combat face au numérique. Donc, ils ont donc créé de nouveaux produits. Et donc, comme disait Ismaël, ils arrivent même à envoyer de l'argent, ils arrivent à faire des transferts d'argent et tout ça. Moi, je vais dire un truc très simple. Imaginez, on a la facture d'électricité qui est déposée par les gens, on a la facture de l'eau, souvent il y a le téléphone qui est toujours facturé, il y a le bulletin des enfants, par exemple, qui passait par la poste. Mais il faut imposer à ces institutions-là de participer au développement de la poste, c'est-à-dire les imposer pour déposer ça au moins dans une boîte à lettres. Si chaque individu a une boîte à lettres à la maison, donc il faut des facteurs pour amener le courrier. Si on impose aux multinationales qui déposent des factures, ça va faire de l'emploi. Donc, c'est une solution quand même d'emploi. Et en termes d'infrastructure, je crois que c'est une structure qui est la mieux implantée dans nos pays. Et je pense qu'on a la possibilité de redynamiser. Ma grosse inquiétude, c'est qu'on laisse la poste et on crée d'autres entités qui fonctionnent à peu près de la même façon que la poste. Je prends le truc des colis. Avant, c'est la poste qui transférait les colis inter-État ou localement dans les pays. Mais aujourd'hui, il y a d'autres structures qui sont venues damer le pion à la poste. Pourtant, la poste appartient à nos États. Je crois que... C'est stupide. Oui, non, moi je ne veux pas... C'est de bonne guerre. Moi, ce que je voulais ajouter ici... C'est pour juste confronter un peu et puis dire qu'on pouvait faire quelque chose d'autre. On peut redynamiser les postes et puis activités. Faire de ça un gros truc d'emploi. Imagine, dans la sainte ville de Mans, la poste peut employer au moins 10 ou 15 personnes.
Donc, dans chaque ville, il y a la poste, il y a du gros potentiel. Je vais interpeller nos diplômés. Parce que le problème de l'Afrique, c'est le diplômé qui crée beaucoup de problèmes à l'Afrique. Parce que les gens, ils ont des diplômes et ils copient. C'est-à-dire qu'il y a des copies-collées. Les diplômés ne mettent pas leurs diplômes au service réel de ce qui se passe en Afrique. C'est pour ça qu'il y a des sous-développements persistent en Afrique. On est diplômés, c'est à eux de réfléchir. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, je pense que la Poste a engagé des diplômés depuis longtemps. Mais pourquoi ces diplômés sont à la Poste et puis la Poste est en train anticiper. Voilà, justement. Je crois qu'elle doit fonctionner comme une structure. Voilà, donc c'est eux qui doivent anticiper. Voilà, il faut qu'on arrête de copier. Ou bien parce que la Poste est restée coloniale. Le système colonial est resté comme ça à la Poste. C'est pour ça que la Poste tombe aujourd'hui. Parce que le système colonial, c'était quoi? On vient mettre une lettre et on envoie de l'autre côté, c'est terminé. Et pourtant, les choses aujourd'hui changent. Voilà. Donc, les diplômés doivent déjà aussi réfléchir, anticiper. Voilà. On est déjà dans le sujet, le service public. Madame, Messieurs, on vous rappelle qu'il s'agira aujourd'hui de nous donner les raisons, selon vous, des performances ou des contre-performances du service public sur le continent africain. Avant d'aborder le sujet, on a quelques nouvelles que nous apportent nos chroniqueurs, successivement et dans l'ordre. Patrick s'est intéressé aux résultats de l'entrée en 6e, plus de 80% de taux de réussite. C'est intéressant et beau à prendre. Diop, quant à lui, trouve qu'il faut redynamiser la Poste en Afrique. La Poste peut servir à autre chose. On peut, je vais dire, développer encore d'autres activités au sein de la Poste pour permettre aux populations et aussi aux acteurs de ce secteur d'activité de s'en sortir. Vous, Seydina, ce qui a attiré votre attention pour cette journée, vous allez faire un clin d'œil à un concours. C'est celui de l'INFAS. Le concours de l'INFAS, Institut national de la formation des agents de la santé. Le concours a été relancé. Or, depuis plus de 5 promotions, des jeunes gens et des jeunes femmes ont été formés et l'État n'a pas pu les insérer dans le système économique et social. Et on relance encore ce concours. C'est là mon inquiétude. Votre problème, on relance un concours qui génère des personnes, des gens, des diplômés qu'on n'utilise pas. Ces personnes, et on relance encore le concours. Ils vont relancer encore une promotion cette année. Après, ils vont sortir, ils ne vont pas avoir du boulot. On va relancer encore une autre promotion, ils ne vont pas avoir du boulot. Mais ça sert à quoi d'organiser des concours et former des gens, et puis ces gens n'ont pas d'emploi? Quand c'est comme ça, on passe la parole à Aristide. Parce que c'est ça mon problème. Aristide, on s'inquiète avec lui. A-t-il raison? On s'inquiète avec lui aussi parce que... Il a parfaitement raison de s'inquiéter parce qu'il faut une loi de programmation. Et c'est justement, et c'est à ce niveau qu'il faut anticiper. Et ici, il n'y a pas un problème d'employabilité. Il faut qu'on soit bien clair. C'est que ceux qui sont formés techniquement, ils sont aptes à travailler. Et ils ne sont pas opérationnels parce qu'il n'y a pas de poste pour eux. Donc, il faut donc anticiper sur les formations et sur les programmations des concours. Je crois qu'il a parfaitement raison. S'il y a 5 promotions qui sont là en attente, il faut qu'on leur trouve du travail. Il y a un manque. Il y a plus de 1500 personnes. Il y a plus de 1500 personnes qui sont là, qui n'ont pas de boulot. Il y a d'autres, depuis 5 ans, ils ont déjà reçu la formation. 3 ans, 4 ans. Vous avez quelques chiffres? Moi, je me dis, oui, il y a plus de 1500 personnes qui sont là. Moi, je me dis, au lieu de relancer le concours, mais ceux qui ont été déjà formés, on peut les recycler. On peut les ramener. Oui, parce que demain, c'est pour dire qu'il y a du boulot, mais vous, la formation que vous avez reçue, on ne peut pas vous embaucher. Là, il y a problème. Il y a des gens aussi qui refusent d'aller dans les bourses. Non, c'est peut-être 10%, mais j'ai vu plusieurs cas comme ça. Des gens qui reçoivent des affectations vraiment dans des villages, ils refusent d'y aller parce qu'ils se disent, je peux faire 2 trucs dans 2 cliniques ici, j'aurai peut-être 400 000. Pourquoi aller me fourrer dans la brousse? Ça existe. Maintenant, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et eux, j'allais en venir. Parce que généralement, nos hôpitaux, nos médecins, nos docteurs, nos sages-femmes, nos infirmières, elles désertent les hôpitaux. Elles sont dans les cliniques privées en train de travailler. Pas toutes. Ah oui, bon, quand je dis elles, la majorité, ce sont les personnes qui... Et là, l'État doit prendre ses responsabilités. Ou bien, l'État met une politique sur place qui permet aux cliniques d'embaucher directement ces personnes-là, qui sont des agents de ces cliniques, et ceux qui sont dans le public, sont dans le public. Alors, ma question, c'est celle-ci. Quand on forme à l'INFAS, est-ce que c'est forcément... l'État qui doit l'embaucher. C'est comme la police. Non, je veux dire, est-ce que c'est directement des fonctionnaires? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est oui, est-ce que si on forme à l'INFAS, est-ce que vous ne pouvez pas trouver l'emploi dans le privé si vous sortez de l'INFAS? En réalité, d'abord... Déjà, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait une formation qui te rend fonctionnaire directement puisqu'il y a un concours de la fonction publique.
tu es apte à travailler, oui, ça c'est la... Non, je veux dire, quand vous sortez de l'INFAS... Pas de concours pour aller à la fonction publique. Quand on parle de fonctionnaire, normalement, si je ne me trompe pas, je mets ça en guillemets, je crois qu'il y a un concours pour être fonctionnaire. Ouais, un test. Non, vous sortez de l'INFAS. L'INFAS, c'est comme la police. Quand tu sors de la police, c'est l'État qui les emploie. Et pourquoi les policiers, quand ils finissent, on les emploie? On aura le temps. Les jeunes hommes, on les emploie. On aura le temps de creuser les dessous de cette affaire. Merci. La dernière nouvelle, Aristide, vous avez touché à un projet révolutionnaire. Il s'agit... L'ère du numérique. Voilà, on est à l'ère du numérique. Un test de Turing. C'est pour la première fois un ordinateur a réussi le test de Turing. C'est-à-dire que c'est une date dans l'histoire de l'informatique et même de la technologie et de la science. Pour la première fois, un programme informatique a été capable de tromper des chercheurs en se faisant passer pour un garçon de 13 ans appelé Eugène Guzman. En réussissant cela, un ordinateur était capable de passer le fameux test d'Alan Turing, conçu en 1950 pour mesurer la capacité d'une machine à penser.